Et bonjour à toutes et tous, c'est Yorigan sur Ventre-Presse. Cette vidéo elle fait un peu suite à la précédente vidéo qu'on avait faite, donc le sein graphique pour les nuls. En fait je l'avais fait parce que j'avais senti dans le react de Padu et de Chris à la vidéo de Bad Mulch, alors ça fait beaucoup d'inception là, qu'en gros je pense qu'une partie des incompréhensions de Mulch elles viennent du fait qu'il avait pas, peut-être que maintenant il s'est un peu renseigné, mais à l'époque il avait probablement pas compris comment ça marchait exact le sein graphique, donc là le sein graphique pour les nuls. Et puis du coup ensuite j'étais allé voir la source directement, je me suis fait toute la vidéo tout à l'heure, et en fait j'ai voulu écrire un commentaire timecode par timecode pour expliquer un petit peu les points où je sentais qu'il était un peu à côté, pour illustrer les incompréhensions. C'est pas une attaque envers Mulch précisément, c'est plus les gens qui du coup feraient les mêmes approximations et auraient les mêmes incompréhensions, ça permet d'illustrer. Néanmoins je pense qu'il y a eu un bug YouTube, je l'ai mis une première fois, après il a disparu, j'ai essayé de le remettre, ça a redisparu, bref peut-être que c'était trop long, j'en sais rien. Du coup je fais une vidéo comme ça c'est plus rapide, et puis on va regarder ça tout de suite. Donc alors attendez, j'attrape ça, je me le mets là, donc on a à 2,23. Comme dirait Jean-Marie Bigard, vous êtes en haut, et puis plus vous vous faites écraser par la direction, alors c'est en plus vous méga êtes rapide quelqu'un qui est un exécutant à qui on ne demande pas son avis, plus vous êtes en bas. Alors, donc, je vais faire des petites prêts. Ok, alors techniquement quand tu veux faire des sortes de représentations comme ça de la société, des classes sociales, des catégories socio-professionnelles, ce genre de trucs, tu peux techniquement prendre les axes que tu veux, hein. Là je pourrais prendre un axe, si on parle plutôt sur le plan économique, voilà, un axe revenu, combien tu gagnes par mois, c'est quoi tes revenus tous les mois, et un axe patrimoine total, donc il y a des gens qui auraient pas énormément de patrimoine mais des très hauts revenus, des gens qui auraient beaucoup de patrimoine mais très peu de revenus. Pourquoi pas ce truc là de mettre les gens sur un plan en deux dimensions. Bon, il y a pas d'unité pour les axes, mais ouais. Ok, donc là, je pense qu'il y a une petite approximation. Enfin, disons que oui, tu peux prendre les axes que tu veux, hein. Là, par exemple, Mulch, il cite les axes du revenu versus les axes du patrimoine. Attendez, je bois un peu, j'ai soif. Donc, axe des revenus dans un sens, axe du patrimoine dans l'autre. Mais en fait, ça n'a pas la finesse du choix de la proportion des revenus entre issus du capital, issus du travail, tel que ça a été pris dans le graphique, quoi. Dans le graphique, en fait, l'axe des abscisses, il représente en gros la proportion des revenus que tu tires de ton travail ou de ton capital. Donc en gros c'est est-ce que voilà, et puis il y a aussi des notions de patrimoine, etc. Est-ce que tu es endetté, tout ça, mais en gros tu peux résumer ça à est-ce que tes revenus proviennent majoritairement de ton capital ou de ton travail. Et en fait pourquoi c'est fait comme ça, parce que Chris, je pense que comme c'est un marxiste, il essaie d'avoir une approche la plus matérialiste possible, et il essaie de questionner le rapport que vont avoir les gens vis-à-vis de leurs revenus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas pareil de gagner 1 000 € par mois de son travail en allant bosser je sais pas, comme salarié à l'usine, chez Leclerc ou qu'importe, et donc quelqu'un qui gagnerait 1 000 € de son travail, et une autre personne qui aurait que 1 000 € de revenus, mais tout par son patrimoine. Par exemple, tu imagines quelqu'un qui a 2 apparts qu'il loue à 500 €, des apparts qu'il aurait hérité de ses parents, donc sur lesquels il a très peu de frais. Bon, mettons que voilà, et donc cette personne-là aurait 1 000 € uniquement dû à son patrimoine. Tu comprends bien que le rapport au monde de ces deux personnes-là, il est très différent en fait. Donc c'est vraiment pas lié à la quantité d'argent que les gens gagnent. C'est plutôt lié à quel est le rapport vis-à-vis de la manière dont les gens gagnent leur argent, quoi, et ce qu'ils vont avoir de disponible pour vivre, quoi, tout simplement. Voilà, je rebois un coup. Donc c'est pour ça que c'est choisi axe travail capital, quoi, en abscisse. Voilà. Bon, ensuite on va à 4,03. Donc là il y a eu un zoom sur le sein graphique. La bourgeoisie, et en termes de genre hiérarchie, t'es assez haut, quoi, ok. Quelqu'un comprend la logique de ça? Les artisans. Ah oui, attendez, on va reculer un petit peu parce que ça parle des profs et des professions scientifiques. Société, un professeur, profession scientifique. Donc quand t'es un professeur, selon le graphique, t'es à peu près à 3/4 du chemin vers les dirigeants de la société, et t'es à peu près à mi-chemin entre les gens qui vivent de leur revenu du travail entièrement et les gens qui vivent de leur revenu du capital entièrement. Donc t'es au milieu en termes de capital, t'es à mi-chemin entre le prolétariat et la bourgeoisie, et en termes de genre hiérarchie, t'es assez haut, quoi, ok. Quelqu'un comprend la logique de ça? Voilà, moi je comprends assez bien. Alors on va aller chercher les. Donc, en fait, le graphique là, comment il est rempli donc notamment à l'aide des PCS. Hein, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur notre chaîne Ventre-Presse. Donc les PCS, c'est des professions et catégories socio-professionnelles de l'INSEE, et donc c'est basé là-dessus, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes cadre et profession intellectuelle supérieure, tu cliques là-dessus, et là tu vas avoir professeur et profession scientifique supérieure. Et donc là-dedans, tu as qui? Tu vas avoir les médecins, les pharmaciens, et également l'ensemble des personnels de recherche de l'enseignement supérieur, de la recherche publique, ingénieurs d'études de recherche, chercheurs, chercheuses. Tu as aussi les cadres de l'enseignement. Voilà, bon, tu vas avoir du monde, quoi. C'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui, avec un statut salarié, appliquent des connaissances très approfondies dans les sciences exactes ou humaines à des activités d'intérêt général d'enseignement, de recherche ou de santé, indépendamment de la nature publique ou privée des établissements qui les emploient. Voilà, donc c'est ça que ça regroupe, professeur et profession scientifique supérieure.
Donc voilà, donc c'est la logique derrière ça, quoi. Donc ce sont clairement des gens qui sont assez hauts en fait dans l'échelle de la domination, dans les milieux qu'ils fréquentent. C'est-à-dire que un prof d'université, à l'université, il n'y a pas grand monde au-dessus, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens sont en dessous. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils font appel à un tech qui vient, un ingé d'études, puis ils lui disent vas-y, fais ci, fais ça. Voilà. Clairement, ils sont en position de domination dans leur boulot, quoi. Et puis même en plus de ça, t'as de la domination symbolique. Enfin, je veux dire, être professeur dans la société, c'est quand même il y a un peu de poids de domination, de domination aussi ajouté à ce rôle social. Pareil quand t'es médecin, d'autant plus quand t'es médecin à l'hôpital, versus les infirmiers, les aides-soignantes, etc., les personnels de l'administratif. Voilà, donc tout ça, c'est, si vous voulez, ça joue, quoi. Donc oui, moi perso, je comprends la logique derrière le positionnement assez haut dans la chaîne hiérarchique des professeurs et professeurs scientifiques, parce que encore une fois, c'est pas, par exemple là, les profs des écoles, quoi. Voilà, on parle des gens qui sont plus haut dans la chaîne de hiérarchie, quoi. Alors le prochain timecode c'était 4.20, c'est juste en suivant, donc on va écouter. Les artisans, donc par exemple Bibi Glass qui fait des sculptures en verre méga stylées et tout, donc elle est artisane et elle serait plus proche du capital. Elle serait genre à 2/3 du chemin vers capital et pas vers travail. Mais du coup c'est quoi son capital? Ingénieur et cadre technique. Donc là voilà, là il prend l'exemple d'une artisane. Donc pourquoi c'est placé à cet endroit-là? Pourquoi ils sont plutôt à droite dans le graphique, les artisans? Parce qu'en moyenne ils tirent des revenus plutôt de leur capital que de leur travail salarié. En fait, souvent ils sont propriétaires de leur entreprise, donc ils vont avoir du patrimoine. Ça peut être du patrimoine professionnel, immobilier, par exemple propriétaires de leurs locaux ou ce genre de choses-là, ou ils peuvent avoir du matériel, des véhicules qu'ils pourront valoriser plus tard quand ils prendront leur retraite ou quoi. Et même si parfois ils peuvent se verser le même salaire que certains de leurs salariés, ou que parfois ils n'ont pas de salariés, ça veut pas dire qu'en fait, ou même s'ils sont locataires de leurs locaux, etc. Ça veut pas dire que le rapport qu'ils ont à la manière dont ils gagnent leur argent, il n'est pas plus proche du capital que du travail seul. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en moyenne, ils ont plutôt ce rapport-là au mode de production. Alors vous pouvez connaître un artisan qui est locataire de tout, etc. Mais il n'empêche que en moyenne, dans cette PCS-là des artisans, donc, si vous voulez, on peut aller la chercher. Donc voilà, hop, on revient là. Artisan, artisane. Voilà, c'est là. Exclusivement des personnes qui exercent à titre professionnel avec un statut indépendant une activité relevant de l'artisanat. Voilà. Donc, entreprise de parcs et jardins, bâtiments, travaux publics, etc. Donc, vous comprenez bien que là-dedans, on va avoir, donc par exemple, les coiffeurs, coiffeuses, etc. Donc là-dedans, il y a des gens, ils ont des salariés, ils ont des locaux, etc., quoi. Et donc, ils ont une partie de leurs revenus qui vient du capital, et puis ils vont accumuler du patrimoine, etc. Et donc, ils vont avoir tendance à se déporter, vers la droite, quoi. Ça me paraît pas si délirant que ça, quoi. Enfin, j'espère que c'est plus clair, mais voilà, c'est vraiment, ça veut pas dire que ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, ça veut dire que ces gens-là, ils ont un rapport capitaliste à la manière dont ils gagnent leur argent, quoi. C'est ça que ça veut dire. Pardon. Alors ensuite, il va sur les ingénieurs. Techniques d'entreprise, ils sont vers capital, mais attends, j'ai des amis qui sont ingénieurs, d'accord, ils ont fait des études supérieures. Alors, il a des amis qui sont ingénieurs, moi ça tombe bien, je suis ingénieur entre autres, pas seulement, mais c'est pour ça que en fait, il y a deux des catégories dont il va parler, là, j'en suis, quoi. C'est-à-dire que professeur, truc scientifique, j'en suis, et puis ingénieur, j'en suis aussi, quoi. Donc, je connais bien. Maintenant sur le marché du travail, ils sont employés d'une entreprise, ils ont le statut cadre, mais ils sont tout en bas derrière hiérarchie d'entreprise, c'est des exécutants, et ils touchent 2200 € par mois de salaire. Donc ces gens-là. Donc, il y a pas mal de trucs, attends, on va jusqu'au bout. Selon ce graphique, il serait genre, c'est presque, tu vois, la diagonale de pouvoir, c'est genre là, c'est les gens qui ont le moins de pouvoir, là, c'est les gens qui ont. Bon, voilà, donc pourquoi les ingénieurs et les cadres techniques d'entreprise, ils sont ici? Alors déjà, il faut expliquer pourquoi ils sont plutôt en haut. Parce que objectivement, hein, je veux dire, quand vous prenez le niveau d'études, donc ça va donner du capital symbolique de domination, mais quand vous prenez aussi la position de cette PCS au sein des entreprises, etc. Je suis désolé Mulch, mais en général, les ingénieurs et les cadres techniques, ils occupent des positions plutôt élevées dans la chaîne hiérarchique, sauf si bien sûr, vous êtes effectivement, quand vous êtes un ingénieur dans une boîte de presta où les seuls salariés de la boîte de presta quasiment, c'est les ingés qu'on envoie en mission chez des clients, ou bien des personnes administratifs et après la chaîne hiérarchique. Oui, dans ce cas-là, effectivement, vous êtes exécutant, mais en fait, on vous envoie en tant qu'ingénieur dans une autre boîte, et dans cette boîte-là, je suis désolé de te le dire, Mulch, mais s'il y a des ouvriers, s'il y a des techniciens, en tant qu'ingénieur, t'es au-dessus. Voilà, alors il y a le rapport un peu particulier de la prestation, etc. Mais bon, ça va être plutôt en début de carrière, etc. Donc bon, voilà, mais même en début de carrière, même avec tes 2000 € par mois, etc., il n'empêche que, donc là, on a expliqué pourquoi t'es en haut, parce que, en général, en moyenne, cette PCS-là,
catégorie-là, elle occupe des positions dominantes. C'est-à-dire que quand vous dites à des gens que vous êtes ingénieur, tout de suite, si vous parlez avec des ouvriers ou quoi, bah quand même, vous avez socialement une position plus dominante. C'est encore plus vrai au sein du travail. Quand vous êtes ingénieur sur une ligne de production, et bah tout de suite, vous avez l'ascendant de domination sur les gens qui sont sous votre responsabilité, qui sont sur la ligne, qui travaillent sur la ligne. Et ça, c'est vrai dans plein d'endroits, quoi. Enfin, dans tous les métiers, c'est comme ça. Quand vous êtes un cadre, bah, vous êtes au-dessus des gens qui sont vos subordonnés, quoi. Donc, évidemment que tu es plutôt haut. Et donc là, comme c'est la moyenne de tous les PCS, ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, donc là, est-ce qu'on peut les trouver? Ils sont où? Cadres, ça va être où? Donc là, bah voilà quoi, il y a du monde quoi. Bon voilà. Et alors c'est plus ou moins haut dans cette catégorie-là, mais dans cette catégorie-là, bah en fait, c'est les positions de cadre au sein d'une entreprise exerçant une activité de nature technique, exerce des fonctions de responsabilité impliquant une activité de commandement dans le domaine technique ou nécessitant des connaissances scientifiques approfondies. Il est vrai qu'il y a dans cette catégorie-là une partie d'ingénieurs qui exercent assez peu de domination et sont pas forcément très haut dans la chaîne hiérarchique de fait, mais il n'empêche qu'en moyenne, cette PCS-là, bah voilà, ils sont plutôt haut placés et ça me paraît pas déconnant d'ailleurs, tu vois, ils sont à peu près au même niveau que les profs, les chercheurs, les médecins, etc. et ça me paraît assez cohérent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont très à droite? Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais même à 2000 € par mois, comme tu le dis, Mulch, moi je sais que dans plusieurs des entreprises où j'ai travaillé, eh ben, on avait notamment l'intéressement qui nous était versé, et cet intéressement, il était fortement conseillé de le placer par exemple chez Natixis. Donc dans des boîtes qui vous permet de gérer la thune avec des placements financiers, etc. Et donc l'incitation c'était quoi? Bah c'était l'intéressement il est de je sais pas, mettons on va dire t'as un intéressement de 2000, moi à l'époque c'était à peu près ça, j'avais un intéressement de 2000 €. Ah bah si tu le places chez Natixis, eh ben on abonde ton intéressement de 50%, c'est-à-dire que soit tu le prends tout de suite, on paye des cotises, machin, tout ça, tu paieras des impôts dessus et on te le verse aujourd'hui et tu as 2000, mais en fait déduit des impôts et tout ça, ou alors on le place chez Natixis et on te file 3000. Bon ben je vais pas te mentir qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire bah ok vas-y mets-les chez Natixis, je prends 3000 quoi. Et donc bah tu te retrouves avec une partie de ta rémunération qui du coup n'est plus totalement liée à tes revenus du travail, mais du coup de fait tu commences à accumuler un petit peu de patrimoine financier et tu peux avoir des revenus qui vont être issus du coup de ces placements financiers qui t'ont été donnés par ton entreprise tous les ans quoi. Et donc, bah, tu vois bien que si on te file 2000 € par an, qui en plus, quand tu viens les chercher, en général, c'est des placements obligatoires de 5 ans. Quand tu viens les récupérer au bout de 5 ans, bah, tu vois, 3000 tous les ans, ça fait 15 000. Et bah, tout de suite, t'as du patrimoine. Et avec ce patrimoine, qu'est-ce que t'en fais? Bah, c'est pas rare qu'au bout de 5, 10 ans de travailler comme un ingénieur, bah, qu'est-ce que tu fais? T'achètes ta première maison ou ton logement principal. Et donc, tu commences à te constituer du patrimoine. T'es plus locataire. Et donc, tu sors un petit peu, en fait, bah, du côté travail de l'axe travail capital, quoi. Tu t'en affranchis un petit peu, et puis bah si c'est pas t'habites dans un endroit où par exemple c'est trop cher pour acheter pour toi, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Bah peut-être tu vas faire un investissement locatif. Moi je connais pas mal de gens de mon milieu socio-professionnel où ça fonctionne comme ça quoi, c'est-à-dire que tu vas acheter un premier appart, un deuxième appart, et puis bah tu vas mettre des gens pour louer dedans, et puis bah petit à petit tu vas te construire un petit peu de complément de revenus comme ça, ou même si c'est pas forcément du revenu parce que pour l'instant ça fait que rembourser le crédit, tu te construis du patrimoine de cette manière-là, et donc petit à petit tu vas te décaler vers la droite quoi. Et donc bah voilà, pour les notamment ces deux raisons-là. Et en plus quand tu montes encore plus haut dans la chaîne hiérarchique, puisque là encore une fois c'est tous les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, plus tu vas monter dans l'entreprise, et il y a un moment où tu vas avoir une partie de ta rémunération qui peut être moi je parlais de l'intéressement tout à l'heure, mais ça peut être encore plus bourrin. Tu peux avoir voilà des actions directes ou des parts dans l'entreprise petit à petit qui va te faire avoir des revenus complémentaires de cette manière-là quoi. Donc ça fait que petit à petit ton niveau d'endettement à toi il va baisser, tu vas ta maison tu vas l'avoir payée, tu vas avoir un appart en loc, voilà je sais pas, ta résidence principale elle est payée, t'as un appart en loc ou ce genre de choses là, et donc à la fin qu'est-ce qui se passe? Et oui tu te déportes vers la droite mécaniquement, même si ton salaire est pas mirobolant quoi. Mais du coup, tes intérêts matériels à toi, ils sont plutôt du côté du capital au bout d'un moment, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça va faire que ça se déporte vers la droite, quoi. Donc moi, je comprends assez bien pourquoi ça va par là. Donc ensuite, j'avais un autre point autour de 6 minutes 50. Alors, je sais plus ce que ça raconte. À la retraite actuellement, mais le plus gros de ses revenus ne vient pas de
Ah oui, de ça parle, retraités. voilà, ça parle des Vous retraités. avez, comment ça s'appelle, les étudiants qui sont au milieu ici, vous avez pas mal de retraités et d'artisans et puis voilà, la sécurité. Encore une fois, tu peux pas catégoriser les retraités comme ça, d'accord? Moi, par exemple, la proprio qui possède mon logement possède 10 logements. D'accord, elle est à la retraite actuellement, mais le plus gros de ses revenus ne vient pas de sa pension de retraite tous les mois. Le plus gros de ses revenus vient des loyers des locataires dans ces 10 appartements, parce qu'en fait, c'est une rentière, c'est une propriétaire lucrative de capital immobilier. Et donc, comment tu vas dire, les retraités sont là sur le graphique, alors que tu mets dans le même panier, du coup, des gens qui ont zéro capital, ont travaillé toute leur vie et maintenant ont une retraite. Alors, encore une fois, c'est pas ce qui est fait dans le graphique, hein. Si tu regardes Mulch, par exemple, ici, alors là, on voit pas bien parce que la résolution, elle est pétée, mais ici, c'est les anciens employés. Ici, il y a les anciens ouvriers, et par exemple, ici, il y a les anciens artisans, les anciens commerçants et chefs d'entreprise. Alors, on peut voir que tendanciellement, effectivement, on va avoir tendance à se retrouver déporté vers la droite. Quand on est... En fait, moi, c'est ce que je mettais dans ma vidéo, j'avais fait un petit schéma. En gros, au cours de ta vie, tu vas monter comme ça, et puis tu vas redescendre. Alors, au cours de ta vie, tu vas prendre une position de plus en plus dominante au sein de ton entreprise, de la société, etc. Tu vas accumuler un peu plus de patrimoine, de capital, tout ça. Et puis, en général, quand tu vas aller à la retraite, tu vas redescendre un petit peu. Alors, pourquoi est-ce qu'on est déporté vers la droite quand on est retraité ? Eh ben, c'est très simple. C'est simplement, comme tu l'as dit, hein, toi, ta propriétaire, elle a 10 appartes. Eh ben, la plupart des gens, au cours de leur vie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont acheté leur maison. Et donc, quand ils sont jeunes et qu'ils sont ouvriers, soit ils sont totalement locataires, soit ils sont en train d'acheter leur maison, mais du coup, ils sont hyper endettés. Et quand ils sont vieux, ils n'ont plus de dettes vis-à-vis de leur maison. Et donc, ils se recentrent vers la droite. Alors, soit ils se recentrent au centre parce qu'ils vont être simplement retraités locataires. Donc là, ils vont être bien au centre, comme la plupart des fonctionnaires, etc., qui sont dans un rapport... on va dire non capitaliste à leur revenu. Il va y avoir un équilibre voilà, entre la manière dont ils vont gagner leur vie, etc. Bon, voilà. Et puis, sinon, tu peux aussi te déporter carrément vers la droite parce que tu vas avoir accumulé du capital et puis tu as acheté un appart que tu vas mettre en loc ou ce genre de choses-là. Par exemple, tu étais artisan, tu as acheté des locaux et puis le suivant, tu vas par exemple lui vendre le fonds de commerce, mais tu gardes les locaux et tu le mets en loc. Voilà, du coup, tu tires des revenus comme ça. Ou alors, tu avais acheté une maison, tu l'as coupée en deux, tu as gardé une partie pour toi parce que tu es un peu vieux, tu n'as pas besoin de tout, et l'autre partie, tu la loues. Et donc, tu te décales vers la droite. Mécaniquement, tu vas avoir de plus en plus un rapport capitaliste à la manière dont tu gagnes ta vie. Ça ne veut pas dire que tu gagnes mieux ta vie, hein, ça veut juste dire que elle est plus entièrement liée à ton travail. Et puis, quand tu es au centre, en fait, comme tes revenus, ils sont pas issus du travail, mais... issu d'un rapport non capitaliste à la production, hein, c'est soit tu vas l'avoir des cotisations quand tu es chômeur, ou alors quand tu es fonctionnaire, tu vas récupérer ton argent par les impôts. Là, on voit bien que tu vends pas ta force de travail à un capitaliste, donc tu es un peu hors la dichotomie capital-travail, quoi. Donc ça, c'était voilà. Donc, mais bon, c'est des moyennes, quoi. Donc voilà, tu peux connaître toujours des contre-exemples, quoi. Et donc voilà, 7,25. Donc on va écouter jusqu'à 7,25. Être super faible, tu peux avoir une petite retraite et être hyper précaire en dessous du seuil de pauvreté, ou être un retraité littéralement capitaliste. Comment tu mets les retraités, Voilà, donc là, effectivement, mais encore une fois, c'est là-dedans, il n'y a pas les niveaux de revenus, en fait. C'est un rapport à la production, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, ici, tout à gauche, dans les ouvriers, alors c'est plutôt ouvriers qualifiés, je sais pas exactement où ils sont là, ils sont là, les ouvriers qualifiés. Vous pouvez avoir, par exemple, des soudeurs dans le nucléaire ou dans des industries très spécifiques, qui peuvent gagner jusqu'à 3-4 000 euros par mois, ou alors des conducteurs d'engins très, très, très techniques qui vont faire des chantiers à l'autre bout du monde et qui vont gagner 10K par mois. Il n'empêche que ces gens-là, au final, ça reste des gens qui, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, s'ils n'ont pas encore fait de placement, etc. S'ils n'ont pas encore fait de placement, tous leurs revenus leur viennent de leur travail, quoi. Et de toute façon, en moyenne, dans cette PCS-là, les gens, ils ont plutôt une manière de gagner leur vie totalement liée à leurs revenus et ils tirent pas leurs revenus de leur capital et de leur patrimoine, quoi. Et après, quand tu vieillis, tu accumules du patrimoine et donc tu te décales vers la droite. Bon, ouais, en fait, c'est toujours ce truc que j'ai jamais compris pourquoi, chez certains créateurs de contenu influenceurs, on est OK avec genre une absence de rigueur complète dans les catégories, les définitions, les mots. Bon. Donc là, les catégories qui sont littéralement affichées sur le graphe, donc elles sont toutes là. Voilà, donc tu vas sur le site de l'INSEE, les PCS 2020,
consulter la PCS 2020 et puis là tu as toutes les catégories, elles sont là. Hop, ici, voilà, les artisans, les commerçants, et puis ensuite, voilà. Et donc l'INSEE, ils font des stats, et en fait, à l'aide des stats de l'INSEE, en gros, Chris, il a construit le sein graphique, quoi, c'est tout. C'est tout, c'est juste ça, donc bon, c'est... Après, peut-être que l'INSEE, c'est pas rigoureux, hein, je sais pas. Peut-être que l'INSEE, c'est pas rigoureux. Ensuite, c'était 8,50. Alors, hop... Donné qu'il a plus de cadres, il est plus en haut à droite, et puis par exemple le vote local qui a beaucoup moins de cadres est beaucoup plus en... Ok, donc la deuxième étape de leur truc, ils disent en gros, admettons que voilà, les gens sont placés quelque part sur ce graphique, chaque individu. Maintenant, on regarde les candidats à l'élection, on regarde... Donc c'est pas chaque individu, hein, une fois de plus, c'est les PCS, hein, c'est des moyennes, ils raisonnent sur des moyennes. C'est-à-dire que là en fait c'est une moyenne de moyenne, c'est-à-dire que dans le graphe d'avant, on place toutes les PCS sur le graphique, et ensuite on prend chaque candidate, à chaque élection, et pour une élection donnée, on regarde l'électeur moyen, où est-ce qu'il se situe dans le graphique. Donc là, c'est ce qu'ils expliquent. Hein, Mélenchon, c'est plutôt l'espace en bas à gauche du graphique. Le Pen, c'est encore plus en bas à gauche. Et Macron, c'est plutôt de l'autre côté, quoi. Mais voilà, c'est l'électorat moyen, quoi. Donc c'est pour ça que ça écrase un peu tout, en fait, parce que ça vient tout comprimer, parce que c'est de la moyenne de moyenne, quoi, déjà. Mais voilà, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Voilà, donc ensuite 9,45. Attends, on va mettre... De mettre sur un axe, est-ce que tu es un exécutant ou un dirigeant? On va tout laisser, parce qu'en fait, c'était pas loin. Sur ce graphique, chaque individu. Maintenant, on regarde les candidats à l'élection, on regarde qui a voté pour eux, parce qu'on a des stats là-dessus empiriquement, et on essaye de pointer le barycentre. Ok. C'est pas, il y a pas autant de gens qui ont du capital que des gens qui n'ont pas de capital, et autant de gens qui sont dirigeants que des gens qui sont exécutants. Mais elle est un peu vers le bas parce qu'il y a plus d'exécutants que de dirigeants. Et elle est un peu vers la gauche parce qu'il y a plus de gens qui sont du côté du travail que du côté du capital. Même si c'est pas non plus totalement à gauche, parce qu'il y a plein de gens en France qui ont du patrimoine, plein de gens qui sont retraités d'ailleurs qui ont du patrimoine. On voit qu'aujourd'hui dans la technocratisation, il y a déjà beaucoup de gens qui sont retraités, donc qui sont plutôt en bas à droite, c'est-à-dire qui sont sortis du rapport du travail et qui, plus ou moins en fonction de leur statut, ont accumulé quand même un peu de capital et aujourd'hui vivent dans un espace plutôt central, c'est-à-dire... C'est juste en fait le truc de mettre sur un axe, est-ce que tu es un exécutant ou un dirigeant dans la société? Enfin, ça veut dire quoi? C'est à quel point tu ressens une pression hiérarchique de vivre ta vie d'une certaine façon, à quel point tes heures de ta journée, en gros, tu n'es pas libre de faire... Non, c'est pas basé sur ton ressenti personnel, en fait, c'est basé sur les PCS. Ce que tu veux dans ta journée, mais tu dois exécuter ce que d'autres gens te disent de faire, par exemple. Mais dans ce cas, si t'es retraité, t'aurais techniquement la pleine liberté, et tu serais sorti de tout rapport hiérarchique, donc tu pourrais pas être retraité et être bas dans ce... Ou alors j'ai pas compris, enfin je vois pas. Le concept de juste pouvoir positionner sur l'ensemble des individus, prendre une mesure et dire sur une droite, est-ce que tu es exécutant ou dirigeant, je veux dire, ça comprend tellement de milliers de facteurs de savoir, enfin tu peux être exécutant de certains aspects, genre dans le cadre familial je dois, je sais pas moi, m'occuper de ma famille, etc. Donc là j'ai pas trop le choix, je suis pas trop libre. Alors, c'est pas une question de liberté, hein, c'est une question de les PCS les unes par rapport aux autres, est-ce qu'elles sont plutôt dans une position de domination ou dans une position d'exécutant? Donc il va y avoir des facteurs au sein de leurs entreprises et de leur espace de travail, est-ce qu'elles sont plutôt dominantes ou pas? Au sein de la société, est-ce qu'elles occupent une position plutôt dominante ou pas? Par exemple, si tu prends l'exemple d'un médecin libéral, dans son entreprise, oui, il est dominant parce qu'en général, il est tout seul. Bon, s'il a une secrétaire, il est en position de domination, mais parfois, il y a des médecins libéraux qui travaillent tout seuls, donc il est tout seul. Néanmoins, quand tu es médecin, dans la société, tu occupes une position de domination parce que tu as... t'es dans une position privilégiée avec de l'impact et on va dire pas de la puissance, mais t'as une position qui est supérieure, ou en tout cas tu as une position qui est bien vue, qui est dominante, quoi. Clairement tu es dans une position de domination, et donc c'est ça que ça reprend les PCS, quoi. C'est pareil, quand c'est lié aussi à ton niveau d'études. Plus t'as un niveau d'études élevé en général, et plus tu as une position dominante dans la société. Au contraire, quand tu es en bas, peu diplômé, t'occupes des positions inférieurement hiérarchiques dans ton entreprise, et tu vas être tout en bas. Voilà, c'est juste ça. Et en général, quand t'es retraité, alors tu peux avoir pris un peu de domination parce que t'es propriétaire de l'appart que tu vas louer, donc t'es dominant par rapport à ton locataire. Mais en même temps, quelque part, les retraités, on s'en fout un peu, donc leur avis compte moins, c'est donc tu peux aussi descendre. En fait, quand tu vas avoir une position très dominante dans la société de base, en général, à la retraite, tu vas avoir tendance à baisser un peu. Par contre, je pense que quand tu pars d'une position plutôt basse dans la société, en tant que retraité, tu vas monter un petit peu. Mais quand tu es chômeur, tu redescends dans la chaîne hiérarchique nécessairement. Et quand tu vis, par exemple, du RSA, tu es tout en bas. Voilà, alors si tu es travailleur sans papier, là, tu es carrément tout en bas. Voilà, c'est juste ça, c'est la position que tu occupes dans la société en moyenne, et c'est pas ta position à toi, en plus c'est la position de ta PCS, donc voilà, c'est une moyenne. Alors ensuite, on en est où? Tac.
Alors, c'est la suite. Du coup un exécutant parce que j'ai plein de tâches et tout, mais dans le cadre du travail en fait là je suis haut placé dans la hiérarchie de ma entreprise, j'ai plein de pouvoirs de responsabilité, je prends des décisions. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont retraités, qui ont accumulé quand même un peu de capital et aujourd'hui vivent dans un espace ni salarié, ni prolétaire, ni capitaliste, quoi. Voilà, ils vivent de leur retraite. Et puis on voit quand Ils sont ni prolétaires ni capitalistes, ils vivent de leur retraite. Je vais avoir un désaccord fondamental avec Position Revue sur la définition des catégories bourgeois et prolétariat, hein. Moi les gens je vais vous rappeler, je pense que la façon la plus utile d'utiliser ces concepts et ces termes aujourd'hui, c'est de dire voilà, dans la société on a une classe de gens qui eux ont un certain niveau de propriété qui leur génèrent des revenus de façon passive, d'accord, que ce soit les gens qui sont des gros multipropriétaires immobiliers, que ce soit des actionnaires qui ont énormément d'actions et de capital dans les entreprises qui leur génèrent des dividendes ou des plus-values spéculatives, etc. Ça, c'est une classe de gens quand les gens commencent à vraiment vivre de la rente capitaliste, en gros. Ça correspond à peu près à 1%, 2% de la population. Et après, pour moi, tu as tout le reste de la population qui sont le prolétariat, les travailleurs, vous pouvez mettre le terme que vous voulez dessus, les 99%, je pense que c'est un terme pas trop mal. Pour moi, c'est vraiment la division. Pourquoi moi, je mets le focus sur cette division-là et que je dis qu'il faut vraiment utiliser le mot prolétariat pour... c'est parce que je connais des gens dans leur tête, c'est genre, prolétaire, mais prolétaire, c'est en gros les gens qui étaient dans les mines de charbon, ouvriers dans des usines, voilà, faire les 3-8, et tout le reste des travailleurs, tu vois, ça fait quand même des décennies en France qu'on a tertiarisé notre économie, on est une économie de service, on a, voilà, enfin bon bref. Mais il y a des gens qui utilisent le mot prolétaire beaucoup plus comme une vibe, genre est-ce que c'est la vibe prolétaire, est-ce que c'est l'ambiance prolétaire ou pas, et moins comme une catégorie économique qui peut être, genre on peut regarder objectivement est-ce que t'en fais partie ou pas, tu vois. Cette division-là, c'est vraiment la plus utile, parce qu'en fait, le projet politique que moi je défends, c'est de minimiser l'exploitation des humains par d'autres humains, de minimiser l'exploitation. Et où est-ce qu'il y a de l'exploitation ? Ok. Alors, bon, c'était un peu long, mais je voulais pas le couper. Alors, on va essayer de revenir là-dessus. En gros, moi, je suis pas un méga expert des notions de prolétariat et de bourgeoisie, petite bourgeoisie, etc. Mais en gros, les prolétaires, ils ont que leur force de travail à vendre pour reproduire leur existence, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir vivre, ils ont leur force de travail à vendre et ils vont la vendre en général à un capitaliste. Alors, voilà, donc ça c'est le prolétaire. Maintenant, lui, il préfère utiliser 99% versus 1% en disant que on a les bourgeois, c'est le 1%, donc les gens qui gagnent de l'argent grâce à leur capital, et le reste, c'est 99% de la population. Alors, en fait, c'est un peu plus fin que ça, quoi. C'est-à-dire que déjà, 1% versus 99%, c'est pas clair, en fait, parce que dans les 99%, il y en a plein, ils ont un appart ou deux qui vont mettre en loc et tirer des revenus du capital grâce à ça. Tu vas aussi avoir des gens qui ont des petits revenus, mais qui sont des petits patrons. Et donc, un rapport capitaliste au mode de production, tu prends un artisan qui a 2 salariés, un boulanger qui a 1 ou une salariée. Un chef d'exploitant agricole, pareil, tous ces gens-là, c'est pas des prolétaires en fait. Ils ont beau pas gagner beaucoup d'argent, parfois pas beaucoup plus, voire pas plus que leurs salariés. Il n'en demeure pas moins que tu peux pas dire que ce sont des prolétaires, quoi. C'est-à-dire que la manière dont ils gagnent leur vie, elle est plutôt basée sur le fait d'avoir du capital, d'avoir du patrimoine. Là où leurs salariés, même s'ils ont à peu près les mêmes salaires, c'est juste que le matin ils se lèvent, ils vont vendre leur force de travail et ça fait d'eux des prolétaires. Mais enfin, c'est pas une question d'être dans le 1% ou les 99%. Tu prends des joueurs de foot millionnaires. Un joueur de foot qui va gagner, je sais pas, 4 millions par an et qui a pas fait de placement financier avec l'argent qu'il gagne. Ça doit exister. Ce gars-là, il est quoi ? Il est prolétaire ou il est capitaliste ? Parce que dans ton truc, il fait clairement partie des 1%, tu vois. Quand tu prends l'échelle des revenus, 1% c'est 7 000 € par mois à peu près. Donc il est où ce gars-là ? Pourtant il est dans les 1%, voire 0,1% avec ses 1 million ses 4 millions par an. Mais en même temps, comme il n'a pas fait de placement qui le place capitaliste, mais en même temps c'est pas vraiment un prolétaire parce que c'est ses intérêts à lui. De toute façon, très vite il va acheter des trucs ou quoi. Bon, et puis de toute façon, ce gars-là il se pensera jamais prolétaire. Tu vois, c'est comme un cadre sup dans une entreprise. Comme il a commencé à accumuler du patrimoine, etc., est-ce qu'il va... t'as beau le considérer comme prolétaire, lui, il se considérera pas comme prolétaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre ton truc des 1% versus 99%. En fait, je suis d'accord que de manière purement idéale, abstraite, on peut voir que la majorité des gens auraient intérêt à une société communiste. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour qu'une grande partie de la population se mette en mouvement pour qu'elle advienne, en fait. Et quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que ça va être plus ou moins facile de faire bouger les gens en fonction de leur position dans la société.
Et ce que disent, il me semble, à mon sens, les marxistes depuis longtemps, c'est que c'est plus simple de mettre en mouvement la masse des prolétaires, des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre et qui n'ont que ça pour reproduire leur existence. C'est plus facile de mobiliser ces gens-là que d'aller mobiliser les autres. Et là, en gros, ce que montre le graphique, c'est que bon, quand tu prends les prolétaires, en gros, tu peux les départir comme ça parce que il y a un continuum, quoi. Et donc, tu passes de t'as que des revenus issus de ton travail, puis après, t'as acheté une maison, puis t'as mis une partie en loc, etc. Et donc, ça fait que c'est mouvant, quoi. C'est pas binaire. Mais du coup, c'est plus simple de mettre en mouvement les gens qui sont en bas à gauche du graphique, quoi, pour faire advenir ça. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi avec le graphique, c'est que dans cet espace-là, il y a des gens, pour résoudre leurs problèmes, ils vont plutôt faire le choix du pacte raciste et donc plutôt aller voter Le Pen ou Bardella. Voilà. Donc bon, ça c'était pour cette vidéo-là. Après, ça parle des accords stratégiques, etc. Bon, d'interprétation du graphique. Bon, ça je vais pas en parler là, c'était assez long. Et puis, j'ai pas vraiment noté timecode là parce que il me semble que dans la vidéo de Padu et de Chris, quand ils font un react à cette vidéo-là, justement, il y a, je pense que les éléments ils sont assez clairs. Et donc il y avait une deuxième vidéo que j'ai regardée du coup parce que je découvre un peu le travail de Mulch, moi je connais pas très bien. Et donc deuxième vidéo, hop, ouais. Alors la deuxième vidéo, oui. Alors attendez, hop, oui voilà, timecode 3:30. Alors la petite, ah oui c'était sur la petite bourgeoisie. Alors hop. Voir sur le sujet. Ouais. Et c'est intéressant comme concept parce que c'est toute une catégorie de la population qui œuvre au quotidien dans le bénéfice de la classe bourgeoise. Mais pour autant, est-ce qu'on va se faire avoir avec les dénominations et accepter que, parce que ça s'appelle petit bourgeois, alors ça fasse partie des bourgeois? Ou est-ce qu'en menant l'analyse, est-ce qu'on ne trouverait pas une autre signification? En fait, alors, non, en fait, parce que si c'est des petits bourgeois, ils font pas partie de la bourgeoisie, ils font partie de la petite bourgeoisie, précisément. En fait, quand tu prends historiquement la petite bourgeoisie, c'est quoi? Donc, si tu vas sur Wikirouge, la petite bourgeoisie, tu regardes ce que c'est. Et donc, en gros, je vous laisserai aller voir. Faites vos propres recherches, bien sûr. La petite bourgeoisie, en gros, c'est quoi? C'est les professions libérales, donc médecins, pharmaciens, avocats, architectes, machin, etc. Les artisans, les petits commerçants, les boutiquiers, les restaurateurs, les petits rentiers qui vont louer un appartement ou 2 appartes, mais qui ont du coup... qui vont devoir peut-être travailler à côté. Par exemple, le gars qui est ingénieur et qui a un appart à louer, ou il peut être ouvrier, il a 2-3 apparts à louer. Voilà, donc c'est essentiellement des petits patrons. Il y a une partie des agriculteurs qui en sont. Voilà, donc les petits bourgeois, c'est ces gens-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en général, ont... par exemple, si tu prends un artisan, en général, il va exploiter un salarié et lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il a son entreprise, il va être propriétaire, par exemple, des murs ou des machines ou ce genre de choses-là. Et ensuite, il va quand même bosser dans son entreprise, en fait. Et là, dans la vidéo, à un moment, tu parles d'auto-exploitation et tu comprends pas... ah oui, c'est plus loin. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais donc, la petite bourgeoisie, c'est ça, c'est ces trucs-là. Et donc, ce n'est pas la bourgeoisie. Voilà, c'est une classe qui est intermédiaire entre, en gros, les prolétaires et la bourgeoisie. Mais les petits bourgeois, ils n'ont pas les mêmes intérêts que la bourgeoisie, ils n'ont pas non plus les mêmes intérêts que les prolétaires. Ils sont un peu dans un entre-deux. Et surtout, c'est une classe qui va être un petit peu réactionnaire. C'est une classe c'est des gens qui sont issus... c'est un modèle de production qui est issu de l'Ancien Régime, en fait. Et donc, c'est des gens... en ça, souvent, c'est des professions ou des corporations qui sont assez réac de fait, et donc qui sont assez dures à aller chercher, à aller mobiliser, quoi. Ouais, c'est là, je pense que je vais parler un peu de Lénine, tiens. Alors, en gros, Lénine, il avait... bon, j'aurais pu l'afficher à l'écran, mais en fait, j'ai pas setup pour pouvoir vous le montrer. Mais en gros, qu'est-ce qu'il disait le brave camarade? Donc en gros, au moment de la Révolution, ce qu'il explique, c'est que supprimer les classes, ce n'est pas seulement chasser les grands propriétaires fonciers et les capitalistes, donc les bourgeois.
Parce que ça a été assez facile. Donc ça, c'est dans la maladie infantile. Donc la maladie infantile du communisme ou le communisme de gauche. Voilà. Hop, je sais pas si le focus est clair, je sais pas si vous y voyez. Donc dans ce bouquin-là, dans mon édition, donc moi j'ai quoi comme édition ? J'ai édition Sciences marxistes. Donc c'est 7€. Et là, je suis page 52. C'est à peu près au milieu de la page 52. Donc en gros, là-dedans, qu'est-ce que ça raconte ? Ça dit, c'est au moment où ils ont fait, donc c'est après la Révolution qu'il écrit ça, et donc il dit que supprimer les classes, ce n'est pas seulement chasser les grands patrons, les propriétaires fonciers, les capitalistes, là c'est moi qui ajoute, donc les bourgeois. Donc ça, et là je reprends ce qu'il dit, ce qui nous a été relativement facile. C'est aussi supprimer les petits producteurs de marchandises, et il est impossible de les chasser, il est impossible de les écraser, il faut faire bon ménage avec eux. On peut et on doit les transformer, les rééduquer, mais seulement par un travail d'organisation très lent et très prudent. Ils entourent de tous côtés le prolétariat d'une ambiance petite bourgeoise, ils l'en pénètrent, ils l'en corrompent, ils suscitent constamment au sein du prolétariat des récidives de défauts propres à la petite bourgeoisie, manque de caractère, dispersion, individualisme, passage de l'enthousiasme à l'abattement, etc. Et il dit que c'est pour ça qu'il faut faire parti, qu'il faut créer un parti, qu'il faut avoir un parti organisé, discipliné, etc. Bon, donc là, qu'est-ce que ça dit en gros ? C'est que quand tu fais la révolution, c'est très facile de chasser les bourgeois parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux. C'est comme tu dis, hein, les 1% versus 99%, bon, en fait, c'est très rapide de virer les bourgeois, etc. Tu t'appropries les grosses entreprises, tu les collectivises, tac, c'est réglé. Là où c'est beaucoup plus dur, c'est les petits bourgeois, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux et nombreuses. Mais en fait, ces gens-là, ils font subsister des petits pans de capitalisme dans ta société. Mais eux, tu peux pas les écraser, les réprimer massivement. Tu peux pas tous les foutre au goulag ou quoi. C'est pas possible en fait. Socialement, c'est pas tenable de faire ça. Et c'est pas souhaitable en fait. Il y a trop de monde. Tout le monde dans ce cercle d'amis, dans ses amis, dans sa famille, vont connaître des petits bourgeois, des artisans, des boulangers. Si t'es plus dans des classes sociales plus élevées, tu vas connaître des pharmaciens, des petits patrons de PME ou bien des médecins, etc. Donc, ou même tu vas avoir un pote ou deux qui ont des apparts qui mettent en loc, voilà. Donc si tu veux, ou si t'es ouvrier, tu vas avoir ta pote ou ta femme, elle peut être coiffeuse, ou même toi t'as des potes médecins, enfin voilà, tout est possible, tous les cas de figure sont possibles, en tout cas comme ils sont très nombreux et nombreuses, voilà, c'est pas possible de les dégager. Et donc, mais en même temps, si tu veux que la révolution elle soit complète, t'as besoin de les rallier à la cause, quoi. Et donc voilà, c'est une classe sur laquelle ils peuvent être des éléments qui vont être des points d'achoppement entre la révolution ou la contre-révolution. En fait, ces gens-là, comme ils sont très nombreux, il y en a une partie qui ont beaucoup de poids symbolique, les médecins par exemple. Ça peut être des moments où s'ils vont plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, ça peut faire basculer la révolution dans le bon sens, ou alors au contraire les mouvements contre-révolutionnaires, ça peut les renforcer et faire capoter des moments révolutionnaires, quoi. Et donc c'est un travail de longue haleine, c'est pas si simple que ça et tout ça, quoi. Bon, voilà. Donc on va aller au timecode d'après, hop. Des grands prolétaires plutôt que dire des petits bourgeois. Ouais, par exemple, mais tout ça pour dire... Voilà, donc là, Mulch, il dit des grands prolétaires plutôt que des petits bourgeois. Eh ben non, parce que ces gens-là, ils ont un rapport bourgeois à la production, en fait. Ils ont un rapport bourgeois à la manière dont ils gagnent leur vie. Je reprends un exemple, mais tu prends, par exemple, on va dire, n'importe qui. En fait, n'importe qui a son travail, je sais pas, il gagne 1000, 2000 euros, 3000 euros, allez, on va dire qu'il gagne 1500 ou 2000 euros, le salaire médian 2000 euros par son travail, mais il a un complément de revenu de 1000 ou 1500 euros parce que il a hérité d'un appart ou qu'il a acheté un appart dans sa vie, qu'il a retapé et il l'a mis en loc. D'accord ? Demain, t'arrives, tu dis on va faire la révolution et on va, ou même pas forcément tu fais la révolution, mais tu dis demain la propriété lucrative c'est terminé. Est-ce que tu crois vraiment que ce gars-là, ce petit bourgeois, ce gars-là ou cette femme-là, ce petit ou cette petite bourgeoise va te dire ouais amen, pas de problème, la propriété lucrative c'est de la merde, t'as trop raison gars, vas-y je m'assois sur mes 1500 balles de revenus
de revenus du capital. Est-ce que tu crois que vraiment il va se passer ça en fait? Juste parce que ce gars-là, effectivement, d'un point de vue totalement objectif, il est écrasé par les milliardaires de ce pays, les grands bourgeois, qui en fait se servent de lui au travail et le baisent, tu vois. Bah, c'est pas si clair en fait. C'est pas si clair parce que si tu n'as pas conscience toi-même d'être un petit bourgeois et d'avoir ce rapport-là au mode de production, bah, en fait, tu peux complètement passer à côté et du coup te dire que tes intérêts, bah non, tes intérêts, ils passent par quoi? Ils passent par les lois anti-squatteurs, ça va passer par ce genre de trucs-là en fait. Quand tu vas être patron d'une petite boîte, je sais pas moi, t'es coiffeur, t'as 2 salariés, ou t'es n'importe quel autre petit exemple comme ça, tu vas avoir un gars qui va dire oui, on va baisser les charges sur les salaires. Bah ce gars-là, il peut se dire ouais, c'est vrai que quand je vois toutes les cotises que je paye, ça me coûte beaucoup. Ce gars-là, son premier réflexe, c'est de dire tu baisses les cotises de 20%. Et bah lui, il se dit quoi? Il se dit 20%, ils vont être dans ma poche. Ou ils vont être pour payer mon loyer, ils vont être pour payer rembourser le prêt que j'ai fait pour acheter le local. Enfin, tu vois. En fait, quand bien même, en fait, ces gens-là, très certainement que dans une société de coopérative telle que tu la défends, ou dans une société à la Bernard Friot, salaire à vie, ou même dans une société communiste sans argent, etc., ce gars-là, il aurait une vie beaucoup plus épanouie, certainement, s'il était libéré, en fait, de ces contraintes-là d'être un petit patron. Mais tu comprends bien que, de fait, dans la société dans laquelle on vit actuellement, un petit bourgeois, il va penser que ses intérêts sont mieux défendus par un parti comme celui d'Emmanuel Macron, voire à la rigueur par le PS, quoi. Sauf bien sûr à prendre le temps, comme le disait Lénine, prendre le temps de les éduquer, de leur faire prendre conscience de tout ça et de leur expliquer que non, leurs intérêts, en tout cas une partie de leurs intérêts est dans notre camp, dans notre combat, quoi. Mais de fait, on peut comprendre facilement que tu vas voir quelqu'un, tu lui dis demain ton entreprise elle est plus à toi, parce qu'en fait il faut aussi voir ça, c'est-à-dire que oui, les artisans, les petits patrons, les petits bourgeois, c'est pas forcément des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont ce rapport capitaliste à la manière dont ils gagnent leur argent et dont ils gagnent leur vie. Et il y a aussi la position hiérarchique qu'ils occupent dans leur boîte, c'est-à-dire que tu es dans une boîte de 3 personnes, tu vois, t'es le chef de la boulangerie. Et donc c'est toi qui décides, c'est toi qui décides, vu que c'est la tienne, tu dis le pain il va se faire comme ça, la recette c'est ça, le temps de cuisson c'est ça, le prix de vente c'est ça, etc. Dans une société communiste, t'es dans un collectif de travail. Donc il y a la démocratie à l'entreprise. Et donc si tu es 3, les 3 personnes elles ont leur mot à dire sur c'est quoi le prix du pain, c'est quoi la recette, c'est quoi le prix. Chris il serait probablement pas d'accord parce que je crois que dans son histoire il y a plus de monnaie, mais peut-être que je me trompe, mais bref, en tout cas tu décides de tout, donc tu décides de la recette, la température, le matos qu'on achète, etc. Et donc même si objectivement ça se trouve le niveau de vie sera le même, la manière de vivre sera la même, parce qu'au final effectivement probablement que le patron de la petite boulangerie il gagne pas beaucoup plus que ses salariés, c'est possible, mais il n'empêche que concrètement sa vie au quotidien, il prendra plus les décisions comme avant, il sera plus le petit chef comme avant, et ça fait partie des caractéristiques de la petite bourgeoisie, et ce qui explique que les petits bourgeois ne sont pas des prolétaires. Voilà, peut-être que là c'est peut-être plus clair comme ça, je sais pas. Ensuite, on est autour de 8-15. Je vais essayer d'aller vite parce que là, ça fait déjà... c'est beaucoup trop long, en fait. Voilà, c'est beaucoup trop long. Avec un petit visage de clown. Et du coup, un streamer est un bourgeois parce qu'il possède l'ordinateur avec lequel il utilise pour streamer. Juste imaginez les gens, c'est ça. Leur analyse, oui. Donc en fait, il y a une confusion totale. Ils exploitent qui, les streamers? Bon, là, encore une fois, c'est pas vraiment ça. En fait, t'as un peu de l'auto-exploitation quand t'es streamer. C'est-à-dire que tu bosses, c'est du salariat déguisé pour Jeff Bezos, là, dans le cas de Twitch. C'est-à-dire que tu fournis du travail, si t'es rémunéré par tes dons, ensuite t'as une partie qui part à Jeff Bezos, mais c'est un peu comme si t'étais un livreur Deliveroo ou Uber Eats en auto-entreprise, quoi. Donc ça ressemble plutôt sur le modèle de l'auto-entreprise, en fait. Et tu t'exploites, toi. C'est-à-dire que ton temps de travail,
à toi, c'est-à-dire que tu as ton matos, etc. Mais ensuite, ton temps de travail, tu le passes à faire ça, et ta rémunération, elle va être dépendante du nombre d'heures que tu y passes, etc. C'est assez semblable à l'auto-entreprise, quoi, le fait d'être un streamer. Et ensuite, quand tu prends des gros streamers, souvent les gros streamers, ils ont une boîte de prod, ils ont des salariés, etc. Et là, ça devient des petits bourgeois, voire des bourgeois. En fait, du coup, c'est au départ, quand tu es un petit streamer, tu vas être plutôt dans le modèle de l'auto-entreprise. Après, si tu dégages aucun revenu de ton activité streamer, à ce moment-là, c'est juste un loisir. Si tu commences à tirer des revenus, ça va être plutôt, au départ, tu vas être un peu en auto-entreprise. Tu vas passer une partie de ton temps, etc., à faire ça pour essayer de dégager des revenus. Et après, petit à petit, si tu grossis, tu vas devenir soit un petit bourgeois, soit carrément un bourgeois, quoi. Mais du coup, c'est vraiment, en fait, c'est le rapport au mode de production, quoi. Bon, en général, t'es quand même, je sais pas si ça existe des streamers qui aujourd'hui sont devenus patrons de boîtes et ils font streamer que les autres. On a des exemples de streamers qui sont devenus patrons de boîtes de prod, dans laquelle il y a d'autres streamers qui taffent pour eux, et à la fin, tous les revenus servent à payer les salaires, et puis ça les sert à se rémunérer à eux. Mais je sais pas si on a des exemples de streamers qui auraient été streamers à un moment, monté une boîte de prod, et maintenant font bosser d'autres streamers et ne travaillent plus, quoi. Donc ça, je pense pas que ça existe, mais peut-être que ça existe. En tout cas, là-dedans, dans l'histoire, le gros bourgeois qui exploite tout le monde là-dedans, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon. Mais il n'empêche que ça peut être comme je sais pas moi, un tourneur fraiseur qui s'est mis à son compte et qui bosse en sous-traitance exclusive pour Renault, par exemple. Il fait des pièces détachées pour Renault, Peugeot, ou pour l'automobile. Il a un ou deux gros employeurs, clients. Lui, il a un salarié. Bon, lui, il est le petit bourgeois et son entreprise travaille pour une entreprise détenue par un gros bourgeois. Voilà, il y a des liens comme ça, quoi. Mais tu peux aussi être un petit bourgeois qui n'a pas de lien de subordination, par exemple un médecin. Ou un artisan fleuriste. Ou, je sais pas moi, un artisan, peut-être que fleuriste, c'est peut-être pas un bon exemple, je connais pas très bien ce milieu. Mais par exemple, dans le BTP, quoi. Dans le BTP, tu fais des chantiers pour des clients. Bon, voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il y a clairement une confusion entre petite bourgeoisie et bourgeoisie, quoi. Un petit bourgeois, c'est pas un bourgeois, et un petit bourgeois, c'est pas un prolétaire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des mots différents. Parce qu'en fait, si ça avait été le même concept, je suis pas sûr qu'ils se seraient fait chier à mettre des mots différents, parce que je vois pas trop l'intérêt. Donc allez, on accélère, et il reste 3-4 timecodes. Les grands bourgeois pour diviser le peuple. Donc ça va être le racisme, ça va être regarder les cheminots, ils ont un statut particulier, ça va être regarder les retraités, tout. Le capitalisme céderait instantanément. Chaque jour, il y a une pierre supplémentaire par la grande bourgeoisie qui a un seul but, diviser les travailleurs. Bah oui, exactement. C'est la stratégie. Non, alors la grande bourgeoisie, son but, c'est de se faire de la thune et de nous exploiter. C'est ça le but du capitalisme. Le capitalisme, il cherche à accumuler toujours plus de capital. Voilà, c'est ça le but des bourgeois, hein. C'est d'accumuler du capital, d'accumuler du pouvoir, quoi. Seul but, parce que si les travailleurs étaient unis dans une conscience de classe et dans la compréhension du système capitaliste, le capitalisme céderait instantanément. Chaque jour, il y a une pierre supplémentaire qui est mise par les grands bourgeois pour... Voilà, bon, alors avec des si, voilà, parce que comme on dit, hein, si ma tante en avait, on l'appellerait quand même Tata. Avec des si, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Mais en fait, là, encore une fois, enfin... Il y a une confusion, enfin, comme je viens juste de le dire, quoi. Petite bourgeoisie, c'est pas prolétariat. Prolétariat, c'est pas petite bourgeoisie, et c'est pas bourgeoisie. S'il y a plusieurs mots, c'est que ça renferme des concepts différents, quoi. Et en fait, c'est pas parce que les petits bourgeois ont l'impression que les partis politiques qui défendent les intérêts de la bourgeoisie les défendent eux, que c'est le cas. Effectivement, tu peux te dire, mais non, attends, ils sont complètement cons. Objectivement, les paysans qui crèvent la dalle, etc., ils auraient complètement intérêt à ce qu'ils soient salariés et qu'ils abandonnent leur propriété privée pour leur propriété, leur terre, etc., pour qu'on les mette salariés avec des je sais pas moi, des fermes municipales ou des fermes départementales ou ce genre de trucs-là, collectiviser ces moyens-là. Oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le gars, il est attaché à sa terre, il voudra jamais la lâcher, quoi. Et donc c'est ça la pensée aussi petite bourgeoise, c'est qu'ils ont un rapport, ils sont propriétaires, quoi. Et donc ça c'est quand même vraiment, demain vous dites on va libérer tous les apparts, la propriété lucrative c'est terminé dans le monde locatif.
même les gens qui ont que 1 ou 2 appartes, et pour qui au final ça va pas changer foncièrement grand chose, quoi. Et alors qu'on sait bien que la plupart des appartes sont détenus par une toute petite minorité des propriétaires. Et qui ont 10, 20, 30, 40 appartes. Et donc, si tu fais une mesure pour les baiser eux, et les gens qui ont 1 ou 2 appartes, il y en a plein, ils vont se mettre en réactance et vont se ranger du côté de la bourgeoisie. Spontanément. Ensuite, c'est long. Ne va pas améliorer la vie des petits bourgeois. Et du coup, moi, si vous pensez ça, du coup, je m'inquiète, c'est quoi le système post-capitaliste? Ça m'a fait rire. On essaie d'être précis, la petite bourgeoisie n'a ni les mêmes intérêts que la grande bourgeoisie, ni ceux du prolétariat. Bah, si, en fait. Ils ont l'intérêt du prolétariat, c'est-à-dire la disparition du Non, voilà. Alors... système de classe. Non, le système post-capitaliste que je veux mettre en place, en fait, ne va pas améliorer la vie des petits bourgeois. Oui, alors... Oui, ça va probablement améliorer leur vie. Mais encore une fois, je pense que là, tu perds de vue le côté capitaliste qu'ils ont de domination dans leur vie, quoi. C'est-à-dire que, oui, probablement que d'un point de vue matériel, ils auront une meilleure vie, ils auront un meilleur niveau de vie, ils auront moins de stress, moins de tout ça. Ça, c'est clair et net. Mais... ils auront moins de pouvoir de décision, ils seront moins maîtres de leur destinée, etc. Et or, ces gens-là, ils ont les positions qu'ils occupent, les professions, etc. qu'ils occupent, la position qu'ils occupent dans la société, les conditionnent un peu à devenir comme ça, à penser comme ça, en fait. Soit ils pensaient un peu comme ça, ils se sont mis à faire ça, soit c'est le fait de bosser dans ces trucs-là, etc. Ça produit un peu ça aussi sur eux, quoi. Et donc... se dire que oui ils ont intérêt, franchement ils auraient intérêt, oui bien sûr que tout le monde aurait intérêt, à part il y a très peu de gens qui auraient pas intérêt à vivre dans un monde communiste, on est d'accord avec ça. Maintenant, comment on fait pour qu'il advienne ce truc là? Il faut mettre en mouvement une majorité de personnes. Et comment tu mets en mouvement des gens qui ont l'impression qu'ils vont y perdre beaucoup, même si c'est pas forcément vrai? Et en tout cas, en plus, ils ont à y perdre ce pourquoi ils se battent tous les jours, c'est leur pouvoir de décision, le fait qu'ils ont des gens en dessous d'eux à qui ils donnent des ordres, etc. quoi. Et donc, dans leur tête, ils n'ont pas intérêt à une société communiste, à une société sans classe, etc. Tu vois? Donc là, je pense que vous faites un petit contresens. Ensuite, j'avais noté 15 minutes, c'est quoi le rapport 15-30. Alors, on va aller voir direct. Tac. C'est que là, t'as mis petit bourgeois dans ton thread, mais moi, je pense même la catégorie de petit bourgeois, c'est tellement mal défini, on sait pas du tout. Ça, non, j'ai dit que j'étais opposé à cette dénomination, moi. Ouais, vu que c'est utilisé, moi, j'en parle vu que c'est utilisé, mais moi, je suis opposé à la dénomination. Là, on remonte. Voilà, donc là, pour eux, petit bourgeois, ça n'existe pas. Bon, très bien, écoute, si vous voulez. Alors, bon, moi, j'ai essayé, je pense que j'ai donné quelques arguments pour expliquer ce que c'était et qu'est-ce que ça regroupait, qu'est-ce que ça regroupait comme truc. Et ensuite, c'est la toute fin, ça parle de parti, je sais pas quoi, là, tac, hop. C'était quoi? Il faudrait créer un grand parti de masse pour la gauche en disant qu'en fait tout ce qui existe actuellement ne rentrait pas dans le cadre d'un parti de masse et il faut changer ça. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire par là, j'ai toujours pas exactement compris c'est quoi la strat. En tout cas, s'ils veulent discuter de stratégie, de désaccords politiques, d'idées et tout, nous on est super ouverts à la discussion. Donc voilà. Moi je veux bien discuter avec toi si tu veux du graphique ou quoi. J'ai discuté un peu avec Chris, il peut m'envoyer en tant que paladin du Saint graphique pour le défendre et essayer d'expliquer un peu à toi ou à ta communauté s'il y a des gens qui n'auraient pas très bien compris comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se cache dans le graphique. Après, derrière, en termes de stratégie politique, etc., moi, je me sens pas forcément le plus légitime, mais si tu veux, on peut en discuter. Moi, j'ai aucune difficulté avec ça. On pourra parler de petite bourgeoisie, etc., je sais pas quoi. Bon, voilà. Par contre, là, sur la partie, le parti, etc., alors, moi, il me semble que ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de parti de masse. C'est-à-dire que le seul truc un peu progressiste, mais c'est, on va dire, qu'il y a un peu de monde qui se mobilise pour eux, etc., ça va être l'AFI. L'AFI, ils souhaitent pas la fin du capitalisme, on est d'accord. Donc, et en plus de ça, c'est pas un parti. Donc, si tu veux, il n'y a pas encore aujourd'hui de parti de masse qui veut renverser le capitalisme. Après, comment on fait pour le construire? Il faut essayer de voir quels sont les sujets qui peuvent mobiliser en fait le camp et la proportion, enfin la partie de la population qui va être la plus à même à se soulever face à la bourgeoisie, face au capital, quoi. Donc c'est ça. Après, moi je pense que c'est pas très grave en fait d'être un petit bourgeois. Faut juste en avoir conscience, quoi. Faut garder à l'esprit où est ta position et pas se raconter des histoires si tu veux.
moi, je pourrais me raconter des histoires en me disant oui, je suis un prolétaire comme les autres, mais c'est pas vrai. Je suis pas un prolétaire comme les autres. Moi, demain, si j'ai pas de logement, je rentre chez mes parents. La maison, elle est payée. J'ai une chambre. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, voilà, il y a ça. Ensuite, j'ai. Enfin, si vous voulez, ça va être inhérent. Enfin, en fait. Ensuite, voilà, moi j'occupe plutôt des positions de cadre dans les emplois que j'occupe. Là, je vais retourner travailler dans l'industrie. Bon, je vais occuper une position de cadre. Sans doute que dans une année ou deux, je vais pouvoir acheter mon logement principal. Donc petit à petit, je vais me construire du patrimoine. Peut-être qu'un jour, je ferai un investissement immobilier, j'aurai un locataire. Voilà, ou peut-être que c'est déjà fait, vous en savez rien. Mais en tout cas, il n'empêche que je commence à devenir, ou je suis déjà un petit bourgeois en fait. Mais c'est pas très grave de l'être. Faut juste pas se raconter des histoires et dire oui, je suis un prolétaire comme les autres. Non, c'est pas vrai. C'est comme tu parles de féminisme dans un passage de la vidéo. Bon, tu vois, moi je suis un homme blanc, cis, hétéro. Bon, clairement, tu vois, par exemple, les sujets Enfin, en fait, il y a plein d'aspects dans ma vie où j'ai une position de dominant. Et donc, si je fais pas attention à ça, si j'y prête pas de sujet ou quoi, et c'est très facile en fait d'oublier tout ça, quoi. Moi, je fais pas l'expérience du contrôle aux faciès. Je fais pas l'expérience de qu'est-ce que c'est que de demander tous les ans de renouveler le titre de séjour. Je sais pas ce que c'est que d'avoir eu un ou une enfant né sur le territoire français, d'avoir à attendre ses 16 ans pour qu'il puisse avoir ses papiers, mais qu'en même temps, du coup, j'ai pas de livret de famille parce que je suis étranger ou étrangère. Voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est non plus d'avoir des gens au boulot, ton patron qui va te dire faire des sous-entendus graveleux, etc. Ce genre de choses là. Donc tout ça, moi je peux les dénoncer, je peux militer contre, etc. Mais il n'empêche que c'est des choses dont j'en ferai jamais l'expérience matérielle, quoi. C'est comme le prolétariat, j'en fais pas vraiment partie, quoi. Donc je peux me battre et défendre une société où on va du coup comment dirais-je, par exemple, tu peux très bien être propriétaire d'une petite boîte ou avoir des apparts que tu mets en loc ou tout ce genre de choses là et militer pour une société où au final toi dans ta petite boîte du coup tu prendras les décisions avec tes salariés de manière collégiale et ça sera plus toi forcément qui prendra toutes les décisions tout seul parce que t'es le propriétaire. Ou te battre pour une société où demain on te dit la propriété lucrative c'est terminé, donc tes apparts vous les rendez, il n'y a pas de problème. Donc ça tu peux très bien militer pour ça et te dire que oui, toi ça te pose pas de problème de perdre ça, mais c'est faux de considérer que tu n'as rien à y perdre. Personnellement, si tu as 1 ou 2 ou 3 apparts que tu mets en loc, dire qu'une société communiste tu as tout à y gagner, non, tu as à perdre ça. Alors certes, du coup, tu n'auras plus à réfléchir à est-ce qu'il faut faire des travaux, est-ce qu'il faut entretenir, est-ce qu'il faut acheter du matos, est-ce que je prends des commandes, est-ce que et mes clients et patati patata. Mais il n'empêche que c'est faux de dire que tu n'as rien à y perdre. Mais ça ne veut pas dire que ça t'empêche de militer pour qu'elle advienne cette société-là. Mais si tu te penses être un prolétaire comme les autres parmi tous les autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon voilà, je pense que c'était beaucoup trop long, voilà, 1 heure et quelques. Alors bon, si ça vous a plu, je sais pas combien vous allez être à regarder ce truc-là, parce que c'est 1000 fois trop long, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez surtout pas à écouter en x2, x3, x4, x10, hein, franchement, parce que ça vaut pas le coup d'écouter en x1. Et puis Mulch, si tu veux qu'on discute, on peut discuter un de ces 4. Je suis dispo. Et puis voilà quoi. Ah oui, et surtout n'oubliez pas